Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 100 cantines réduites en cendres, des dizaines de millions partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré au marché Gate de Kaolack. La municipalité propose une commission d'enquête en vue d'en déterminer les causes et de réhabiliter le marché. Un autre incendie. Il s'agit cette fois-ci d'une pirogue qui aurait pris feu en pleine mer. Bilan 4 morts, tous pêcheurs. Après 15 jours d'intenses recherches infructueuses, les familles se sont résolues à observer le deuil. Tension au port autonome de Dakar. Les camions dont les cartes grises ne sont pas conformes aux sociétés représentées sont désormais interdits d'accès. Une décision du directeur général qui froisse les transporteurs. Leur réaction dans ce journal. Après le mandat d'arrêt international décerné à Netanyahou, Amnesty Sénégal recommande aux pays africains, notamment au Sénégal, d'exécuter la décision de la Cour pénale internationale. Déclaration faite en marge d'un forum sur le conflit israélo-palestinien. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 100 cantines emportées et des pertes d'argent estimées à des dizaines de millions de francs CFA. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré au marché Gate de Kaolack. Pour venir en aide aux sinistrés, la municipalité promet une enveloppe de 50 millions de francs CFA et propose la mise en place d'une commission d'enquête en vue de la réhabilitation de ce marché avec l'accompagnement de l'État. Le compte-rendu est signé Ousmane Dem et Tierno Diallo. D'un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré dans ce marché, emportant tout sur son passage. Nous ne pouvons pas vous dire la nature exacte de nos pertes, mais ce qui est sûr est que les flammes ont emporté des millions. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts sont limités. La municipalité apporte son soutien. En tant que maire, j'ai décidé ici pour proposer au conseil municipal pour développer 50 millions pour les sinistrés. L'État est invité à s'inscrire dans cette dynamique. Le reste, c'est de demander à l'État, le ministre du Commerce, le Premier ministre, le ministre de Solidarité et le président de la République de s'occuper des marchés. Parce que le budget Sénégal, on parle de 6 000 milliards, mais tout sort des marchés ou bien par des transactions commerciales. Le maire de Kaolack demande également aux commerçants d'être plus flexibles pour la réhabilitation de ce marché. Donc, et les occupants, ils doivent accepter les propositions qu'on leur dit et de discuter. Moi, je demande combien une commission qui va se réunir dès demain. D'abord pour recenser les personnes, recenser ce qu'ils ont perdu et de l'évaluer. Et maintenant, de voir ce que fait et ce que l'État peut faire. Et après, on va essayer de voir vraiment que ce soit un exemple. Parce que j'ai dit que la dernière fois qu'on a des problèmes pour marché de poissons, mais qu'on a fait la réunion, qu'on a discuté ensemble avec les passionnaires, ça s'est réglé. Pour l'heure, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, mais les dégâts occasionnés sont énormes. Un autre incendie, il concerne cette fois-ci une pirogue qui aurait pris feu en pleine mer dans les eaux mauritaniennes plus précisément. Bilan 4 morts, ils sont tous pêcheurs et après 15 jours d'intenses recherches infructueuses, eh bien leurs familles se sont résolues à observer le deuil. Ousseynou Diop et Habib Sek, reportage. Les 4 pêcheurs sénégalais ont quitté Nouadhibou pour une partie de pêche le 7 décembre dernier. Après quelques jours d'attente et de recherche, des pêcheurs qui étaient dans cette zone ont informé leur famille que la pirogue a pris feu. À Gendar, les différentes familles concernées ont organisé le deuil. Les 2 pêcheurs sont mes neveux. Ils devaient seulement faire 4 ou 5 jours en mer. Mais quand on n'a pas eu des nouvelles pendant plus de 10 jours, nous avons eu des doutes et nous avons fait le deuil. Avant cette cérémonie, des pêcheurs nous ont confirmé que le pirogue a pris feu. C'est juste une information que nous avons reçue comme ça. Les pêcheurs interpellent les États sénégalais et mauritaniens sur les lenteurs notées dans la recherche des pêcheurs disparus. Ils demandent plus d'assistance aux 2 États. Les 2 États doivent prendre en charge cette question pour retrouver les pêcheurs disparus dans ces circonstances. Ils doivent s'organiser pour mener les opérations de recherche. Les pêcheurs sont des êtres humains et ils doivent être protégés.
À Gendar, les pêcheurs étaient organisés pour entamer des recherches, mais ils n'ont rien trouvé et sont rentrés les mains vides. Nous n'avons rien trouvé. Ils étaient à Nouadhibou. La marine doit aussi soutenir les pêcheurs, que ce soit en Mauritanie ou au Sénégal. Nous devons être accompagnés car nos vies comptent aussi. Depuis quelques années, on note la disparition des pêcheurs sénégalais en Mauritanie. Les pêcheurs de Saint-Louis souhaitent la mise en place d'un comité de veille pour mieux prendre en charge cette question cruciale qui gangrène le secteur de la pêche. À Diourbel, les migrants de retour en croisade contre la migration irrégulière, ils ont engagé le combat pour, disent-ils, sauver le Sénégal de nombreuses pertes en vie humaine que le pays enregistre depuis quelques années. L'initiative a porté sur un forum régional dont le thème est sur la migration irrégulière. Kabirou Fall est secrétaire général de Diourbel 3D. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. Le moment est arrivé. Mais malheureusement, c'est les hommes qui sont faux. Il y a des gens qui incarnent et ce qu'ils incarnent n'est pas une réalité. Donc c'est nous, citoyens, nous, chefs de famille, qui doivent éveiller nos enfants, leur dire que ceux qui vous disent que c'est l'Eldorado, ils vous trompent. Et tant que ces gens-là persistent, les jeunes auront le mythe d'y aller. Je vous donne un exemple en Côte d'Ivoire. Quelqu'un quitte l'Abidjan, il va en France, il revient, il paye une voiture, il ouvre sa musique, il dit qu'il a fait 6 mois, il est venu, il a pris une veille. Pourquoi les jeunes ne vont pas partir? Pourtant, ça n'a pas été comme ça. Il est venu, il s'est sacrifié, il a vendu tout ce qu'il a. Particulier. Nous, on est allé à l'étranger, on n'a rien amené, on est venu ici, on s'est cassé la tête, on a eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut que les gens sachent que c'est parti d'ici que les choses vont se réaliser. Allez, parlons à présent de ce vaste programme d'emblavement entrepris par la SAED, la Société d'aménagement des eaux du Delta, dans la région de Matam. Au total, plus de 4000 hectares délimités pour en faire des rizières. Une première dans une campagne de contre-saison à Matam qui vient à peine de se remettre des inondations. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. C'était l'une des plus grandes annonces du Premier ministre lors de son dernier séjour à Matam. Au-delà de l'assistance aux sinistrés chassés par les inondations, il s'agissait de mettre en œuvre un plan spécial de relance de l'agriculture. Après avoir réceptionné les intrants et du matériel agricole, la SAED vient de lancer un programme d'exploitation de 4400 hectares. Une première en termes de superficie en campagne de contre-saison. Le gouvernement avait pris l'engagement d'accompagner à la relance de la filière agricole de manière globale, particulièrement sur la filière riz. Et sur cet aspect, ce que nous faisons actuellement s'inscrit dans une volonté politique affichée de relancer la production rizicole de manière globale, mais aussi d'aider les producteurs à retrouver toutes leurs capacités et compétences. C'est pourquoi, comme les instructions ont été données à la SAED sont assez claires, il s'agissait de travailler avec les producteurs pour emblaver le maximum de surface possible. Et à côté de cela, il ne s'agit pas seulement de laisser les producteurs aller vers la contre-saison, mais il s'agit aussi au niveau de l'État de mettre les ressources nécessaires en mobilisant les intrants, que ce soit l'engrais, que ce soit l'urée, pour les permettre. Parce que nous pensons qu'au niveau de l'État, il est important de reconstituer la capacité des producteurs. Face à l'ampleur du sinistre, avec surtout la dégradation de plus de 2000 hectares des aménagements, une batterie de mesures est prise pour renforcer les champs d'action de la SAED. Que notre démarche s'inscrit en droite ligne de la déclaration qui a été faite par le Premier ministre. Parce que si vous vous rappelez, le Premier ministre avait signifié que dans le cadre d'intervention du gouvernement, il y avait un premier programme d'urgence de 8 milliards qui a été mobilisé. Mais au-delà de ce programme d'urgence de 8 milliards, il y a 32 milliards qui étaient prévus. Et dans ces 32 milliards qui sont prévus, qui devront être mis en œuvre à partir de 2025, une partie sera utilisée pour la réhabilitation de ces aménagements. Donc, rassurer nos parents. Pour la mise en œuvre de ce programme spécial de relance, le gouvernement du Sénégal bénéficie également du soutien de différents projets financés par la Banque mondiale, mais surtout de la LBA, qui devrait injecter un crédit estimé à un peu plus de 600 millions de nos francs.
Ces nouvelles mesures en vigueur au port autonome de Dakar font grincer des dents dans le milieu des transporteurs, notamment cette décision de n'admettre au sein du port que des camions dont les cartes grises sont conformes aux sociétés qu'ils représentent, prise par le directeur général. Cette décision fâche certains transporteurs. Ces derniers ont fait face à la presse. Ali Diallo et leur porte-parole, nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Supprimer la sous-traitance ici au port autonome de Dakar. Nous déjà on était sous-traités par des sociétés qui ont l'agrément. Donc hier on a reçu une note disant que le directeur du port veut que tout camion qui va entrer au port, que la carte grise soit immatriculée au nom de la société qui nous sous-traite. Et donc ça je crois que c'est impossible et c'est risqué aussi. Parce qu'on ne va pas prendre une carte grise, l'immatriculer dans une société. Et si demain on veut faire des prêts, on n'arrivera pas à le faire. Ce que nous voulons, c'est de rencontrer les autorités, de leur faire part de notre point de vue. Nous aussi, je crois que la sous-traitance aussi, c'est une loi. Nous, on ne fait pas l'immigration clandestine, on est là, on travaille jour et nuit, on est des responsables, on a des familles à nourrir et on a aussi des employés parce qu'on a des chauffeurs. Donc, on a beaucoup de charges qui nous attendent, donc on ne peut pas du jour au lendemain se lever et nous dire qu'on doit immatriculer nos camions avec des sociétés. La réévaluation des curricula en langue arabe ainsi que leur enseignement, c'est le souhait des inspecteurs d'enseignement en langue arabe. En assemblée générale ce dimanche, ces inspecteurs déplorent également un déficit en manuel scolaire. Cheikh Aboubakar Diouf est membre de l'amicale. Il nous en dit plus au micro de Dissa Prera et Alioune Diagne. Les difficultés, c'est comme l'a dit le président, il y a le déficit du personnel. Il est difficile en termes de renforcement des capacités. Il est difficile en termes de personnel parce que les enseignants en langue arabe ne sont pas encore suffisants pour vraiment le maillage de tout le pays. Il y a également le problème de renforcement des capacités des inspecteurs en langue arabe ainsi que vraiment les enseignants pour ce qui concerne les innovations éducatives. C'est des difficultés vraiment qui persistent toujours, mais il y a également des améliorations. Les manuels scolaires également, ça pose problème parce que les enseignants au niveau de l'école classique n'ont pas encore des manuels en langue arabe ni en éducation religieuse. Pour les écoles franco-arabes, il y en a quand même, mais pour les écoles classiques, de CI jusqu'à CM2, ils n'ont pas encore de manuels jusqu'à présent. L'évaluation, les franco-arabes encore, ça commence depuis des années 2000, mais jusqu'à présent, cet enseignement n'est pas encore évalué. Il faut les évaluer pour vraiment trouver les problèmes, ainsi de proposer des solutions par rapport à ces problèmes. Elle s'appelle Sokhna Aminata Fall, elle est élève au lycée d'excellence Mariama Ba et elle vient de remporter le concours Miss Littérature Sénégal. Sokhna Aminata va représenter le Sénégal à la finale africaine prévue en juillet 2025 au Bénin. 10 lycéennes étudiantes étaient en lice pour la première édition du concours Miss Littérature Sénégal. Le compte rendu, c'est avec Mamadou Ndiaye. Sokhna Aminata Fall entre dans l'histoire des compétitions littéraires au Sénégal. L'élève en classe de première au lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée remporte la toute première couronne du concours Miss Littérature Sénégal. Son défi est de remporter la couronne africaine. C'est un immense honneur pour moi et j'espère mener à bien ce projet pour toutes les personnes qui ont cru en moi pour m'élire Miss. Je souhaite encourager chaque personne à lire et à écrire parce que c'est universel et tout le monde est libre de le faire. La marraine de cette première édition se réjouit de la manière dont les candidates ont exploité son œuvre, Rouge Silence. C'est incroyable de voir autant de magnifiques lectures et puis cette sensibilité qui s'est exprimée. Il y a une jeune fille qui a dit « Je suis Yandé ». Et pour moi, c'est la meilleure des récompenses parce que ça veut dire qu'elle s'est reconnue dans un des personnages et on écrit pour ça, on écrit pour être lu, on écrit pour que le public se reconnaisse dans nos œuvres. Et le fait que ces jeunes filles disent qu'elles se sont reconnues dans mes héroïnes, ça m'a fait un plaisir fou. La responsable d'Audi Concours, notre consoeur Salamata Ousmane Diallo, revient sur l'objectif de cette compétition et invite les autorités à accompagner la lauréate au Bénin
pour la finale Afrique. Il m'a été confié donc d'accompagner ces filles littéraires, ces jeunes filles qui sont passionnées de littérature ici au Sénégal, à les accompagner donc vers la production littéraire. Mais l'objectif de Miss Littérature, c'est vraiment de créer la relève littéraire féminine. Parce qu'on a vu que les femmes sont un peu absentes de la scène de littérature au Sénégal. Alors donc on s'est dit que Miss Littérature vient vraiment à appoint, donc dans le but donc d'aider ces femmes-là, ces filles, à extérioriser cette passion qu'elles ont pour la lecture. 10 filles composées de lycéennes et d'étudiantes étaient en lice pour la première édition du concours Miss Littérature Sénégal. La pensionnaire du lycée d'excellence Mariama Ba sort première du lot et va représenter le Sénégal au Bénin pour la finale d'Afrique. Éventuel procès de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, le leader du mouvement politique Afro en Gambie, dit approuver la volonté de la CEDEAO de créer un tribunal pour juger les violations des droits de l'homme sous le régime Jammeh. Il demande toutefois un jugement impartial afin de permettre aux mises en cause de se défendre. Mamadou Ba s'est également prononcé sur la coopération entre Dakar et Banjul avec le rideau qui vient de se baisser sur le forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture. Ibou Kane et Amadou Ba pour nous faire le point. Le Sénégal et la Gambie veulent renforcer leur coopération. Une ambition matérialisée par la tenue récente à Banjul de la 2e édition du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture. Une initiative salutaire selon Mamadou Ba. Toutefois, pour le leader de Afro, un mouvement politique gambien, il faut plutôt mettre l'accent sur la libre circulation des personnes et de leurs biens entre les deux pays. À améliorer notre partenariat, un partenariat gagnant dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce que dans le domaine de l'économie, on doit travailler ensemble. Dans le secteur du transport aussi, on doit travailler ensemble, comme dans d'autres domaines, dans la sécurité, surtout à travers les frontières. Et beaucoup de thèmes, je pense qu'ils ont développé, mais on doit développer plus, on doit aussi saisir les experts qui connaissent la Sénégambie, qui connaissent la politique des deux pays pour qu'ils puissent apporter des solutions pour un partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et la Gambie. Angliciste de profession en visite à l'université Cheikh Anta Diop où il a été formé, Mamadou Ba s'est également prononcé sur l'éventuel jugement du président Yaya Jammeh avec notamment la création par la CEDEAO d'un tribunal spécial. Oui, justice doit être rendue, mais à travers un procès juste et équitable, dit-il. Je pense que c'est à saluer parce qu'on ne doit pas promouvoir l'impunité. Tout le monde doit avoir la justice. Les victimes de Yaya Jammeh réclament la justice et ils doivent avoir pleinement la justice. Mais aussi, cela ne veut pas dire que aussi ils ne vont pas respecter les procédures pénales, les procédures judiciaires. La CEDEAO doit tout faire pour respecter les procédures judiciaires pour une justice équitable et fiable. Pour la stabilité de la Gambie, l'homme politique qui ambitionne de briguer le suffrage de ses compatriotes en 2026 appelle la CEDEAO et toutes les autorités gambiennes à prendre toutes les dispositions pour garantir un procès transparent, juste et équitable. La Gambie reconnaissante du Sénégal, les mots sont du chef de la diplomatie gambienne dans une interview exclusive accordée à la télévision Futur Média à Banjul en marge de la 2e édition du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture. Monsieur Mamadou Tangara a vanté le modèle d'intégration qui unit nos deux pays. Selon le chef de la diplomatie gambienne, Banjul et Dakar doivent inspirer l'Afrique dans un plus grand ensemble par leur modèle ainsi renforcé. Je vous propose quelques morceaux de cette interview réalisée par Abdoulaye Cissé. À tirer profit de notre coopération avec le Sénégal. On n'a pas besoin d'aller très loin pour aller chercher ce qu'on a à côté de nous. Et comme j'ai dit, nous devons représenter un exemple d'intégration. L'Afrique doit venir copier et puis que ça fasse tâche d'huile. La volonté de cheminer ensemble,
et une relation qui va être fondamentalement basée sur la sincérité et la vérité. Parce que, comme je l'ai dit très souvent, la Gambie et le Sénégal, c'est une nation avec deux États. Et nos destins sont inextricablement liés. Donc, je dis très souvent qu'entre nous, ça ne peut pas être de la diplomatie classique. C'est pas une diplomatie de jeu de dupes, parce qu'on a des intérêts communs qu'on doit préserver ensemble. Et hier, si vous étiez à l'ouverture, il y a un historien qui a rappelé le lien, Hassoun, que je salue au passage, qui est un frère, comment le Sénégal a toujours accompagné la Gambie dans tous les grands événements, dans tous les grands moments de son histoire, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et tout récemment, on a vu l'apport que le Sénégal a apporté pour le succès du sommet de l'OCI. Et là, nous rendons hommage au président Diomaye Faye qui nous a dit qu'il venait juste de prendre le pouvoir. Le président, quand nous sommes allés le voir, il nous a dit tout ce dont vous avez besoin, qui se trouve à la disposition du Sénégal, qui se trouve ici au Sénégal, on le mettra à la disposition de la Gambie. Et même si nous ne l'avons pas, nous allons chercher ailleurs pour vous appuyer. Parce que quand la Gambie organise, c'est le Sénégal qui organise. Donc nous allons le faire. Le Sénégal n'arrive pas à s'unir, c'est pas demain, la veille de l'unité africaine. Une interview à regarder très prochainement en intégralité sur la télévision Futur Média. Si Benjamin Netanyahou met les pieds au Sénégal, il doit être arrêté et envoyé à la haie. C'est ce que recommande Amnesty International, section Sénégal, en Assemblée Générale Ordinaire ce dimanche. L'organisation invite tous les pays qui font partie de la CPI, de la Cour pénale internationale, à agir dans ce sens après le mandat d'arrêt international lancé contre Benjamin Netanyahou. Plus de 200 délégués en provenance du Sénégal et de la Gambie ont assisté à cette rencontre axée sur le conflit israélo-palestinien. Et nous écoutons tout de suite M. Haitham Khadili, premier conseiller de l'ambassade de Palestine à Dakar, ainsi que M. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Ils se prononcent tous les deux au micro d'Al-Hassan Ba. De faire suivre et de faire appel à la communauté internationale de faire face et d'être responsable devant de prendre la responsabilité et faire face à tout ce qui se passe actuellement. De ce côté-là, et de notre côté aussi, nous regardons par rapport à tout ce qui s'est passé récemment, et nous suivons de près la décision de la Cour pénale internationale et que nous demandons aussi de la mettre en œuvre et d'appliquer ces décisions qui ont été prises. Avant de regarder les perspectives de solution, il faut stopper le génocide, il faut stopper la guerre. Et si on stoppe le génocide de la guerre et on juge les criminels de cette guerre, et bien sûr, il peut avoir de temps de réflexion et d'avoir des perspectives de solution pour l'avenir. Nous devons continuer à nous indigner et à demander que ça cesse. Et que ça cesse rapidement, n'est-ce pas? Et que, n'est-ce pas, tous les États partis, y compris le Sénégal, si Netanyahou met les pieds au Sénégal, il doit être arrêté et envoyé à la haie. Si Yof Gala met les pieds au Sénégal, il doit être arrêté et envoyé à la haie. Tous les États partis à la Cour pénale internationale, y compris la France et tous les États de l'Union européenne, doivent procéder à son arrestation immédiate. Toutes les explications que la France essaie d'avancer, n'est-ce pas, ne tiennent pas debout. Il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État. Hors de chez nous, Emmanuel Macron à Djibouti pour fêter Noël aux côtés de soldats français. Les bases militaires françaises sont menacées, vous le savez, de quitter certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays est stratégique pour les puissances mondiales qui s'y arrachent le droit à une présence militaire. Les candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine, qui ne sont désormais plus que 3, ont présenté leur programme ce 13 décembre. Le Djiboutien, par ailleurs ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, fait bonne impression. Appuyé par les cadres du gouvernement de son pays, le candidat veut occuper le terrain médiatique afin de relayer les premiers éléments de son programme. Le reportage est signé Habib Faye. Emmanuel Macron s'est rendu à Djibouti ce vendredi pour fêter Noël avec les soldats français déployés sur place, dans un contexte où beaucoup de pays envisagent de fermer les bases militaires françaises sur leur sol. Une présence des forces françaises sur le territoire djiboutien
est encadré par le traité de coopération en matière de défense signé le 21 décembre 2011 entre la République de Djibouti et la France. Djibouti a une position stratégique pour les puissances mondiales qui s'y arrachent le droit à une présence militaire. Cette ancienne colonie française est la dernière base militaire d'importance pour Paris sur le continent africain. Il faut savoir que la République de Djibouti entretient de très bonnes relations avec la France, qui est un partenaire privilégié, un partenariat stratégique. Nous hébergeons 1500 hommes sur notre sol. Et puis, qui s'y sentent bien aussi. Il ne faut pas oublier non plus que Djibouti se situe dans une zone trouble, qui est aussi le seul pays stable de la région. Quand on voit que au sud, la Somalie complètement disloquée, au nord, l'Érythrée est ce qu'elle est, et puis le Yémen en face est à feu et à sang. Le détroit de Bab el-Mandeb fait l'objet de troubles également. Donc, Djibouti est un pays stable grâce à la politique sage. Et puis... Indépendance acquise tardivement, en juin 1977, ce jeune État a pourtant longtemps misé sur une relation quasi exclusive entre la France pour assurer sa protection. Mais aujourd'hui, à côté des militaires français, résonnent les bruits de bord de soldats américains, chinois, italiens, japonais. Tenter de savoir, par rapport au retrait des militaires français en Afrique de l'Ouest et puis centrale, un certain nombre de pays ont décidé, et puis en accord avec la France aussi, mais ceci ne nous regarde pas. Ça n'engage que ceux qui ont pris cette décision. Quant à Djibouti, notre pays entretient de très bons rapports, je le dis, j'insiste encore une fois, et puis les relations ne font que se renforcer entre nos deux États. Les candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine, qui ne sont désormais que plus de 3, ont présenté leur programme le 13 décembre. Le Djiboutien, par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, fait bonne impression, selon Mohamed Daoud. Vous avez également tenté de savoir par rapport à la candidature de M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, à la présidence de la Commission de l'Union européenne. Je pense que notre candidat a de sérieuses chances de pouvoir parvenir, même si c'est les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique qui vont voter. Mais les compétences de ce dernier, mais aussi la très grande expérience, 30 ans dans la diplomatie multilatérale, 20 ans ministre des Affaires étrangères, actif. Appuyé par les cadres du gouvernement de son pays, le candidat djiboutien veut occuper le terrain médiatique afin de relayer les premiers éléments de son programme. Ses activités de ministre des Affaires étrangères lui permettent aussi de rencontrer fréquemment des chefs d'État du continent. Allez, pour terminer en beauté, parlons de Zeynab Bansé qui place la Côte d'Ivoire dans le Guinness des records. La chef ivoirienne a relevé le pari de cuisiner pendant plus de 119h57 minutes. Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne compte pas s'en arrêter là. Pour battre ce record, Zeynab Bansé avait placé la barre très haut, 15 000 plats en 5 jours, le tout en concoctant 293 plats traditionnels ivoiriens. Le plus étonnant dans cette aventure, c'est que ces préparations sont essentiellement destinées aux familles en difficulté. Chefs cuisinières, entrepreneurs, décoratrices d'intérieur et organisatrices d'événements. Telles étaient les casquettes de Zeynab Bansé avant ce 22 décembre. Désormais, elle peut y ajouter détentrice du record du monde du marathon culinaire dans le Guinness des records. Grandiose, tout simplement, et toutes nos félicitations à l'Ivoirienne Zeynab Bansé pour ce record. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Juste avant de vous quitter, le programme de la soirée, tout de suite après moi, votre magazine sur l'environnement, Halambi, présenté par Yassine Rassoul-Sey. Il sera suivi, ce magazine, par le journal du Grand Bal, l'événement de l'année. Et nous clôturons en beauté avec votre magazine sportif du dimanche, dédié à la lutte, Djongante, présenté par Lamine Samba. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.